Il est 12h45. Bonjour à tous. Voici les titres de cette session d'information. C'est une maladie de la peau caractérisée par l'apparition de taches blanches sur n'importe quelle partie du corps. Le vitiligo est très peu connu mais affecte beaucoup de personnes. On en parle dans cette édition. Chaque seconde, quelqu'un a besoin du sang dans le monde entier pour survivre et la demande ne cesse d'accroître. Un acteur de la défense des droits des consommateurs invite les donneurs à toujours faire le geste. Il touche près de 3000 femmes chaque année dans le monde entier. Le cancer du col de l'utérus est une maladie silencieuse et virale. Le dépistage précoce permet aux femmes d'être à l'abri. Un reportage sur le cancer du col de l'utérus en début d'audition. À nouveau, bonjour, chers téléspectateurs. Le vitiligo est l'une des nombreuses maladies de la peau. Elle est très peu connue, paradoxalement. Elle affecte beaucoup de femmes à travers le monde entier. Elle entraîne souvent une détresse psychologique importante chez les personnes qui en souffrent. Ce 25 juin est retenu comme journée mondiale du vitiligo, une façon pour la communauté internationale de penser aux personnes qui en souffrent. À la découverte de cette affection dans ce commentaire sur Image. Le vitiligo est une maladie qui affecte généralement la peau. Elle se manifeste par l'apparition des taches blanches sur les pieds, les mains, le visage ou toute autre partie du corps. On la rencontre chez les hommes ainsi que chez les femmes. Elle apparaît sur tout type de peau. Le vitiligo touche 0,5 à 2% de la population mondiale, soit 100 millions de personnes. Ces taches sont causées par une dépigmentation due à la destruction des cellules de la peau qui produisent la mélanine, communément appelée les mélanocytes. Une fois ces cellules détruites, la peau devient totalement blanche. Ces dernières années, la recherche a fait des progrès. L'artiste américain Michael Jackson, qui en a souffert, pour attirer l'attention de chacun sur cette affection cutanée et les possibilités de traitement qui existent en la matière. En cette période de coronavirus, il est toujours possible de donner son sang et c'est même indispensable car le virus se transmet par les voies respiratoires et non par le sang. Le don de sang doit se poursuivre. C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang célébrée le 14 juin dernier, Ernest Gbagidi, président de l'ONG Bénin Santé et Suivi du consommateur, invite tous les donneurs de sang à toujours sacrifier à cet acte important. Parmi les dégâts collatéraux causés par la pandémie Covid-19, il n'y a que les donneurs de sang sont devenus un peu rares. Un peu rares parce qu'il y a la panique, tout le monde a peur. Et même les mesures qui sont recommandées, même si ce n'est pas un confinement direct, il y a quand même les mouvements qui sont réduits. Et ce mal-là, il se retrouve dans quel milieu tout le monde a peur. Et la conséquence, c'est qu'il n'y a plus assez de donneurs. Curieusement, nous sommes en train de rentrer dans la zone rouge. Cette zone rouge où la pluie veut commencer. Vous savez qu'en période de pluie, il y a le paludisme qui dicte sa loi. Avec comme conséquence, les anémies paludisme chez les enfants et les femmes enceintes. Voilà qu'on n'a plus assez de donneurs pour qualifier les pots de sang et mettre à la disposition de ces malades. Ça veut dire que la situation elle est préoccupante. Alors, nous voulons profiter de l'occasion pour demander d'abord à nos autorités de tout faire pour que les réactifs qui serviront à qualifier les pots de sang soient tout le temps disponibles. Deuxième chose, il va falloir accentuer la sensibilisation de nos donneurs et qui doivent comprendre que c'est maintenant qu'on a besoin d'eux. Et c'est maintenant qu'ils doivent affirmer cet esprit de don de sang en période difficile, en période critique, on a besoin d'eux. Nous saluons déjà ce qu'ils font en temps ordinaire, mais aujourd'hui, on a davantage besoin d'eux. Identifier des entreprises dans lesquelles on peut trouver des gens encore aptes à donner du sang, et ça, c'est le déplacement à la limite agressif de la banque de sang qui nous permettra d'avoir la masse critique, qui permettra de gérer la crise. Parce que rien ne remplace le sang. C'est le sang qui remplace le sang. Donner du sang en période de pandémie, ça n'impacte en rien à votre santé. Il n'y a pas un lien entre Covid-19 et le don de sang. Pas du tout. Vous pouvez donner sans avoir de conséquences. Et vous donnez, vous êtes sûr maintenant que vous allez sauver des vies humaines. Parce que le paludisme tue d'ailleurs plus que la Covid-19. Et les deux ensemble
Vous imaginez ce que ça peut causer dans un pays comme le nôtre. Nous parlons toujours santé. Le col de l'utérus fait partie des principaux cancers gynécologiques. Il tue des milliers de femmes chaque année et le Bénin n'y échappe pas. Cependant, notre pays a pris des mesures pour renforcer le système de protection sanitaire des femmes afin de réduire le taux de prévalence sur le territoire national. Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus et comment le traiter? Reportage. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus de cellules qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistrés en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des 2/3 selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé deuxième cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4 300 cas de cancer, toutes formes confondues, enregistrés en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25% selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le Human Papillomavirus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui, au bout de 10 à 15 ans, vont être appelés cancer. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment, en général, c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est par exemple les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien. Par exemple, les personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir. Passé un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il lui reste à vivre. Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. L'opérationnalisation de ce plan stratégique permettra dans les mois et années à venir aux autorités et acteurs sanitaires d'apporter l'assistance nécessaire aux populations béninoises afin de leur éviter autant que faire se peut ou de détecter à temps toute situation de cancer susceptible de leur être préjudiciable. Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit leur âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les 3 ans pour éviter toute complication. La suite de l'actualité nationale en bref et en images, je vous invite à suivre La Nation en bref, réalisée par Ulvaeus Balogun. L'économie du Bénin se porte bien et annonce une perspective stable malgré la crise du coronavirus. C'est une information révélée par Standard & Poor's. L'agence internationale de notation financière a maintenu la note B+ accordée au Bénin. Standard & Poor's, à travers cette notation, confirme les perspectives positives du Bénin avec une croissance réelle du PIB estimée à 6,3% en moyenne sur la période 2021-2023. L'agence internationale révèle par ailleurs l'amélioration continue des indicateurs macroéconomiques du Bénin et anticipe une augmentation relativement contenue de l'endettement du Bénin en 2020 à 43% du PIB et projette en 2021 un retour à une trajectoire très favorable en matière de croissance, de finances publiques et d'endettement du pays.
Toujours sur le plan économique, le Bénin a enregistré une progression de son score au terme de la dernière évaluation des politiques et des institutions nationales organisée par la Banque mondiale. De 3,5 en 2008 à 3,6 en 2019, un bond porté notamment par les nombreuses réformes économiques, faisant ainsi passer le score de ce volet de 3,8 à 4,2. Les progrès constatés à ce niveau concernent entre autres les acquis en matière de transparence des politiques, le renforcement de la gestion de la dette publique et les résultats de la consolidation budgétaire, renseigne le ministre de l'Économie et des Finances à travers un communiqué de presse. Par ailleurs, le Bénin a également réalisé des performances, notamment au niveau de l'axe 6 du programme d'action du gouvernement, en l'occurrence sur le renforcement des services sociaux de base et la protection sociale, et en ce qui concerne les secteurs du programme d'investissement public PIP. On note au niveau du secteur de l'administration un taux de 98,06%, tandis que 20 projets ont franchi la barre des 100% en termes de réalisation physique. C'est ce qui ressort du rapport d'exécution du PIB gestion 2019. Globalement, la performance financière du programme d'investissement public au 31 décembre 2019 se chiffre à 86,56% base engagement et à 70,89% base ordonnancement. Il en résulte que près de 82% de ressources engagées ont été ordonnancées. Hors de nos frontières à présent, promotion du tourisme local au Sénégal. Le secteur du tourisme s'est imposé comme le véritable moteur de l'économie au rang après la pêche. Néanmoins, ou toutefois, le tourisme a été longtemps l'affaire des étrangers au Sénégal. Les acteurs du secteur veulent changer la tendance. Les précisions dans ce reportage. Plus de 145 milliards de francs CFA. C'est la lourde perte subie par le secteur touristique sénégalais lors de la pandémie du Covid-19. Un véritable coup dur. Venu à son secours, l'État du Sénégal a élaboré un plan de relance pour sortir le secteur touristique de ses difficultés. Nous avons travaillé sur la promotion de ce tourisme, sur les cibles, quel type de produits pour quel type de Sénégalais, pour qu'il y ait une large offre effectivement à tout Sénégalais qui souhaite découvrir les attraits touristiques de son pays. Nous avons la capacité, le Sénégal, d'être résilient pour ce secteur et nous allons faire un travail de mobilisation et de communication pour ce secteur-là qui va impliquer les médias, les les leaders d'opinion et les relais en termes de mobilisation communautaire. Avec le tourisme interne, le Sénégalais va s'approprier le tourisme sénégalais. Il va découvrir les multiples richesses dont dispose le Sénégal. Nous avons des trésors à découvrir au Sénégal et je pense qu'il était urgent de nous adresser effectivement aux Sénégalais. Dans sa stratégie, le plan de relance veut promouvoir les potentialités régionales. Pour chaque région, une marque et des cibles seront mises en exergue. Chaque destination doit d'abord s'organiser, se mobiliser de façon exceptionnelle afin que l'essentiel de la consommation touristique provienne de chez soi. Si les activités sont diverses et variées, les prix devraient être abordables. Nous souhaitons et nous y travaillons pour que l'aspect prix et l'aspect aussi produit soient en tout cas en parfaite synergie. On ne déserte pas les maisons au fait. Donc c'est vraiment pour rassurer tout le monde, leur dire qu'aujourd'hui nos hôtels sont vraiment sains et saufs, mais n'empêche il y aura des opérations de désinfection parce que tout simplement les hôtels sont restés 3 mois sans ouvrir. En 2018, sur le 1 600 000 de touristes reçus dans le pays, 19% sont du Sénégal, une tendance que les autorités veulent inverser. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette session d'information sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.